Bonjour, je vous propose aujourd'hui un extrait du roman de Jean-Michel Vols et de Julie, L'Ordre. Chapitre 1. Juliette. Moi, c'est Juliette, j'ai 18 ans et je viens d'avoir mon bac. En théorie, je devrais être en mode trop fier de moi, mais en vrai, c'est plutôt OK. Et maintenant? Sérieux, tous mes potes savent déjà ce qu'ils veulent faire. Je vais en école de commerce, moi je pars en prépa. Et moi, bah, je suis là, en mode désir de partir loin, genre très loin. J'ai des envies de road trip, de liberté, de montagne et aussi de plages paradisiaques. Mais après, je me dis, est-ce que je ne devrais pas aussi faire comme tout le monde et choisir un truc sérieux? Art, sciences sociales, why not? Sauf que ça me fait autant rêver que de regarder Michel Drucker à la télé un dimanche après-midi. Bref, ce soir, c'est fiesta avec mes potes pour fêter les examens et la fin du lycée. On se retrouve dans notre petit bar habituel, celui où les canapés en cuir sont tellement vieux qu'on dirait qu'ils ont survécu à 20 générations d'étudiants. L'ambiance est géniale, tout le monde est là, ça rigole, ça parle fort. C'est clairement la dernière soirée avant qu'on se sépare tous. Ça part en discussion de «Et toi, tu fais quoi l'an prochain?» Mais perso, j'esquive les questions. Je fais genre «Ouais, trop hâte, la fac». Mais en vrai, dans ma tête, c'est la panique. Eux, ils ont l'air particulièrement à l'aise avec leur futur, que je me demande si ce n'est pas moi le bug dans la matrice. Quelques verres plus tard, merci l'alcool pour calmer la tempête dans ma tête, je commence à me détendre. On danse, on chante des vieux tubes en mode karaoké raté, on se marre. Bref, c'est une de ces soirées où tu te dis, allez, profite à fond, on verra bien demain. Mais je n'y peux rien. Dans un coin de mon esprit, il y a toujours une petite voix relou qui me rappelle que demain, justement, il existe. La soirée touche à sa fin, tout le monde est KO, et mes potes veulent rentrer en groupe. Moi, j'ai besoin de ma petite balade nocturne solo. Je leur lance poliment un «Non merci, je vais marcher un peu, ne vous inquiétez pas», et hop, me voilà dehors. J'adore ces moments où la ville est super calme, limite endormie. Ça me donne un peu l'impression d'être dans un film romantique. Je marche, je pense à tout et à rien. Je rêve déjà de voyager, de partir loin, sans stress. Mais bon, je sais que c'est sûrement juste pour esquiver les vraies questions existentielles. Et là, bam! Gros changement de mood. Je sens quelqu'un derrière moi. Bon, au début, je me dis chill, c'est juste un passant. Mais mon cœur, lui, il décide de passer en mode speedrun. Et puis d'un coup, il y a une main qui surgit et qui chope mon sac comme dans un putain de mauvais film d'action. Panique totale. Je réagis en mode ninja. Je tire sur mon sac comme si c'était mon trésor. Je lui hurle au nez des insultes du genre «Fils de pute, rends-moi mon sac, espèce d'enculé!» Je lutte. Je refuse de lâcher l'affaire. Mais l'autre en face de moi est clairement le plus costaud des deux. Je me fais projeter contre un mur. L'arrière de ma tête se cogne à une arête du bâtiment. Tout devient super flou d'un coup. Mais je ne me laisse pas abattre. J'ai encore des cartes dans ma manche. Je balance mes bras devant moi tel un boxeur à moitié sonné en essayant, par je ne sais quelle chance, de le toucher au visage. J'essaye de voir sa tronche. Mais, pour le moment, sa tête d'enfoiré reste cachée sous sa capuche. C'est à ce moment précis que je le vois sortir un couteau de sa ceinture. Mon cœur loupe un battement, et, sans réfléchir un instant, je me rue sur lui. Il tombe au sol, et je sens sur mon visage un sourire se dessiner. À l'inverse, sur le sien, ses yeux deviennent ronds, et il baragouine une phrase inintelligible à mes oreilles. Je ne comprends plus ce qu'il me raconte. J'entends juste un «Mais quelle connasse!» sortir de sa bouche. Je tente de faire en sorte que nos regards se croisent, mais je comprends ce qu'il fixe lorsque je baisse les yeux vers mon chandail et que je vois son couteau planté dans mon ventre. Le monde tourne autour de moi, et je vois mon agresseur se relever, reculer de quelques pas en titubant, tout en scrutant à droite et à gauche si quelqu'un a assisté à tout ça. J'ai le temps de voir la peur dans ses yeux,
avant qu'il ne se retourne pour quitter la scène au pas de course. Je ne tiens plus sur mes jambes. Les forces m'abandonnent et je m'effondre comme une merde sur le trottoir glacé. C'est le noir complet. Plus rien. La nuit m'avale. Chapitre 2. Marilyn. Je me prénomme Marilyn. J'ai 35 ans et j'incarne ce que la plupart d'entre vous appellent communément une bonne sœur. Je suis dans les ordres depuis maintenant 18 longues années, même si je n'y étais pas destinée. C'est à l'âge de 17 ans que j'ai eu une révélation lors d'une soirée un peu, disons, spéciale. Ne pouvant plus continuer ma vie de lycéenne, je me suis tournée vers la seule option possible pour moi à ce moment-là. Et c'est ainsi que j'ai rejoint les ordres et le couvent de Saint-Sébastopol à Paris. Un lieu austère à première vue, mais le seul prêt à m'accueillir dans des conditions d'urgence. Hier soir, alors que j'étais de sortir pour aller voir Hector, mon petit dealer, situé au 25 rue Lucien Phare, il m'est arrivé un événement imprévu. Quelque chose que je n'ai pas su voir, une fois encore. J'ai de plus en plus cette insidieuse impression que mes visions sont moins nettes qu'auparavant. Quelques mois en arrière, j'aurais sûrement pu planifier sa rencontre, son sauvetage, mais pas hier soir. Bon sang, je n'aime pas être prise au dépourvu. Devoir réagir sur le moment est pour moi compliqué, mais je ne pouvais pas laisser cette jeune fille-là, allongée sur ce trottoir, se vidant en partie de son sang. Je l'ai soulevée, malgré le couteau planté dans son ventre, et mise sur le siège arrière de mon auto. Durant tout le trajet vers le couvent, je jetais des regards à travers mon rétroviseur, mais elle ne bougeait pas. La pauvre petite respirait difficilement, et son pseudo-coma fut perturbé par des soubresauts incontrôlables. Je le sentais. Cela m'affectait plus que de raison. Et, malgré mon expérience, je ne savais pas encore, à ce moment-là, que cette jeune femme allait autant perturber ma vie déjà compliquée. Pour tout vous dire, je suis ce qu'on appelle chez nous une sentinelle céleste. Mon rôle consiste à prévoir certaines situations qui nécessitent une intervention. Une jeune femme en détresse est un très bon exemple d'une de mes missions au sein de ma communauté. Grâce aux visions que j'ai en moi et qu'apparemment je tiendrai de ma mère, que je n'ai pas connue, je possède le don d'oracle, plus communément appelé clairvoyance par votre société. Ceci me permet de savoir où et quand je dois me déplacer pour éviter certaines malencontreuses rencontres, comme celle d'hier soir. J'aurais dû le prévoir, bon sang. Arrivé au couvent, mes sœurs se pressèrent pour m'aider à sortir la jeune femme de la voiture et à l'emmener dans notre infirmerie. Elle fut soignée par sœur Marie-Ange et notre mère supérieure. Par chance, le couteau s'était logé entre les viscères, mais sans les toucher. Elles l'installèrent dans l'infirmerie pour éviter tout risque d'infection entre sa plaie au crâne et celle au ventre. Quant à moi, ma mission, qui à la base était seulement une sortie nocturne pour réalimenter mon stock de marijuana, se termina dans ma chambre, devant le miroir de la salle de bain. Pourquoi la rencontre fortuite avec cette jeune femme me taraudait autant? Qu'avait-elle de si spécial pour me chambouler à ce point? Il allait falloir que j'attende son réveil le lendemain pour le savoir. Me regardant une dernière fois à travers cette couche de verre réfléchissante, je vis, à l'état de mes cernes, que ce n'était plus l'heure pour se poser tant de questions. Enfilant ma chemise de nuit, elle glissa sur mes tétons durcis par la fraîcheur de ma salle de bain, me procurant un instant d'émotion à m'en mordre la lèvre inférieure. Mon corps glissa sous la couette, mes mains descendirent vers mon mont de Vénus, à la recherche d'un peu de détente et de plaisir interdit. Chapitre 3. Juliette. Lorsque j'ouvre les yeux, c'est comme si quelqu'un jouait de la batterie dans ma tête, et plutôt en mode métal de gros bourrin. Et bordel, c'est quoi cette putain de douleur au ventre? Une lumière agressive m'aveugle immédiatement, et je sens un truc me serrer le sommet du crâne. Un bandage. Génial. Ça commence bien. Je cligne des yeux, regarde autour de moi, et là, panique. Ce n'est pas ma chambre, c'est sûr. Pas celle de mes potes non plus. Où est-ce que je suis? Je repasse la soirée dans ma tête. Ok. Fêter le bac avec les potes, classique. J'ai bu un peu, mais pas de quoi me retrouver dans ce genre d'état. Ça c'est sûr. Puis l'agression. Mon sac tiré, je me souviens du choc. Ma tête qui cogne un coin du mur.
et ce poignard planté dans mon ventre en tombant sur mon agresseur. Et après, blackout, le noir complet. Super rassurant. Je tente de me lever, mais c'est une grosse erreur. Une douleur inimaginable prend mon ventre d'assaut. Vertige immédiat. C'est comme si mon cerveau tournait dans une machine à laver. Je n'arrive pas à bloquer ce geyser de gerbe qui sort de ma bouche directement sur le sol. Je me rallonge sur le champ, mes mains crispées sur mon ventre. J'entends alors une voix qui vient de nulle part. Il serait préférable que vous restiez allongée, jeune fille. Je sursaute. Je ne l'avais même pas vue. La femme dans le coin de la pièce. Elle est assise, tranquillement, dans un fauteuil, comme si elle faisait partie des meubles. Et qu'est-ce qu'elle porte? On dirait une tenue de bonne sœur ou un truc du genre. Attends, c'est quoi ce délire? Euh, vous êtes qui? Et je suis où, là? Demandai-je encore sous le choc, une bave acide aux lèvres. Elle me sourit, comme si c'était normal que je me réveille avec un bandage sur la tête, un trou dans le bide, et que je rejouais un remake de L'Exorciste, version 2024, dans une pièce chelou, avec une femme déguisée en nonne. Je m'appelle sœur Marie-Ange. Vous êtes à l'infirmerie du couvent. On vous a trouvé évanoui il y a 3 jours après votre agression. Vous avez reçu un bon coup sur la tête et un couteau vous a perforé le ventre. Mais grâce à Dieu, vous vous en sortez plutôt bien après 3 jours de semi-coma. Ne vous en faites pas. Vous êtes en sécurité ici. Un couvent? 3 jours de semi-coma. J'ouvre la bouche, complètement paumée. Attendez, genre, avec des religieuses et tout? Et puis vous avez dit quoi? 3 jours? Elle hoche la tête, toujours ultra zen. Exactement. Vous avez eu de la chance. Une de nos sœurs vous a trouvé dans la rue et elle vous a ramené ici pour vous soigner. Je ne sais pas quoi dire. Sérieux, un couvent. Moi qui pensais juste finir ma soirée tranquille chez moi, et me voilà ici, dans une sorte d'infirmerie de fortune, avec une sœur qui me parle comme si c'était la routine. Ok. Niveau rebondissement, je ne m'y attendais pas. Lâchai-je, à moitié amusée malgré moi. Sœur Marie-Ange me sourit encore. Reposez-vous. On discutera plus tard. Vous avez besoin de reprendre des forces. Je m'allonge, en soupirant, les yeux rivés au plafond. Mes mains effleurent encore le bandage autour de ma tête, et j'ose à peine frôler la compresse que j'ai sur mon ventre. Bon, je vais peut-être essayer de dormir un peu, si c'est possible avec tout ça. J'arrive à peine à entendre que quelqu'un lave le sol à côté de mon lit, que je repars déjà dans mes songes. Voilà pour cet extrait. J'espère que cela vous a plu. Donc, je vous conseille de lire L'Ordre de Jean-Michel Volz et de Julie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.